Bonjour à tous, nous sommes le lundi 5 janvier et pour ouvrir le journal du jour, nous allons parler du derby parisien entre le PSG et le Paris FC, le retour des stars du PSG, le Paris FC qui est dans une situation délicate. C'était un match qui était extrêmement intéressant à débriefer, ne serait-ce que pour ça. On parlera également d'autres rencontres du côté de notre Ligue 1, de Nantes, de Marseille, de Rennes, du LOSC, mais nous irons également du côté de la Première Ligue parce qu'il y avait un match qui pouvait être extrêmement important d'un point de vue classement entre Manchester City et Chelsea. Et enfin, on fera un petit virage du côté de la Bundesliga, mais aussi paradoxalement de la Liga avec le cas de Lennart Karl, le jeune prodige du Bayern Munich qui a eu une déclaration qui n'est pas passée inaperçue, c'est le moins qu'on puisse dire. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Le retour des stars du Paris Saint-Germain aura coûté cher au Paris FC, victoire 2-1 pour le champion d'Europe. Le PSG reste collé à Lens, mais de son côté, le Paris FC flirte plus que jamais avec la zone rouge de relégation. Voici les compositions qui étaient alignées. Dembélé et Doué buteur, ce sont les meilleurs joueurs du match. Dembélé en meneur éclairé, il change vraiment le jeu du PSG et Doué a une grande liberté dont il a profité pour faire parler ses talents de dribbleur. Zabarni, de son côté, ça devient un véritable sujet au Paris Saint-Germain. On sait qu'il a besoin d'un temps d'adaptation, mais les matchs frustrants de sa part s'accumulent. Ici, il concède un penalty qui est certes sévère, mais qui en attendant s'ajoute à la ligne des reproches que les supporters parisiens pourront lui faire. Lucas Chevalier a fait son retour dans les cages, mais lui, il pouvait pas faire grand chose. Le penalty, à mon sens, était plutôt bien tiré. Sur les statistiques de la rencontre, vous voyez que le Paris FC s'est quand même bien défendu et d'ailleurs leur coach a été assez fier de son équipe. Ils n'ont pas pris de valise, ils avaient énormément d'absents et on se rend compte que ce Paris FC il a déjà des manques, notamment dans la partie offensive. On attend pas mal du mercato hivernal pour corriger ça. Donc évidemment, avec les absents de la CAN, avec les joueurs qui ont des soucis physiques, tu pouvais pas attendre de miracle. Donc je trouve que la prestation a été plutôt digne pour le PFC. Et de toute façon, comptablement, tu comptais pas prendre 2 points face au Paris Saint-Germain, on va pas se mentir. D'un point de vue classement général, eh bien comme je disais en introduction, le Paris Saint-Germain reste collé au RC Lens, mais les Lensois ont une très belle série de victoires et le PFC approche dangereusement de la zone rouge. Alors on peut se demander si la relégation va être un sujet pour le deuxième club de la capitale. À mon sens, ils ont un énorme avantage par rapport à tous les concurrents. Déjà, quelques points au classement général, parce qu'ils sont pas derniers, mais en plus un budget mercato hivernal qui peut se débloquer en cas d'urgence et qui est beaucoup plus important que les autres clubs. Et le PFC finalement, c'est un démarrage de projet qui me déçoit un petit peu, qui me frustre un petit peu. Je sais qu'il faut être patient, ça terminera peut-être dans le top 10 de la Ligue 1, mais en tout cas une chose est sûre, aujourd'hui les lacunes de l'équipe sont clairement identifiées, il va falloir corriger ça. Alors ça on l'aura pas vu venir, une victoire de mon FC Nantes qui est pourtant en souffrance en ce moment face à un Olympique de Marseille qui jouait à domicile au Vélodrome, ça aura donné un 0-2 et honnêtement il y a beaucoup de frustration au cours de cette rencontre et on peut le dire, le FC Nantes marque des points pour son maintien mais l'Olympique de Marseille sort frustré dans sa course à la place de dauphin, voire qui sait au titre pour les plus optimistes, même si à mon avis il n'y a pas grand monde qui y croit désormais. Voici les compos qui étaient alignés pour cette victoire 0-2. Vermeren expulsé dès la 26e et ça change le cours du match. L'expulsion de Nadir par la suite condamne. Et moi j'ai du mal avec le coaching de Roberto De Zerbi. En fait, que ce soit dans l'animation de son équipe comme dans le choix des remplaçants, purement et simplement, j'ai quand même eu l'impression d'avoir un De Zerbi qui balançait de la peur à son équipe, qui n'était pas très conquérant. Et pourtant, j'ai beau être nantais, je dois le dire, en face c'est que Nantes, donc tu es censé quand même mettre une grosse pression et pas te laisser déstabiliser par une réduction à 10. Bon après, je vais pas non plus tout charger sur De Zerbi parce que ces joueurs ont beau avoir fait des fautes grossières qui amènent de l'expulsion, ils ont quand même manqué d'intensité et t'as vraiment eu l'impression d'avoir une équipe qui revenait de vacances et qui était à côté de la plaque, c'est assez dommageable. Il y a un truc par contre que je comprends pas, c'est que Marseille a énormément communiqué de frustration autour du fait que Aubameyang qui joue avec le Gabon c'est dangereux médicalement pour le joueur. Et là tu l'alignes d'entrée au cours de cette rencontre. Bon, la prise de risque autour d'Aubameyang
elle est faite par absolument toutes les parties, donc il faudra pas s'étonner si le Gabonais se blesse. Je le souhaite vraiment pas, parce que c'est un joueur que j'adore et j'espère vraiment qu'il va réussir à enchaîner les minutes de jeu avec Marseille. Le retour de Gouiri devrait le faire souffler un petit peu, mais pour le moment, il n'a pas pu souffler. En face, du côté des Nantais, eh bien moi j'apprécie particulièrement Atis Sablin qui est en train de revenir à son niveau. Il a été dangereux, il a incarné ce que Nantes est capable de faire en termes de jeu. Et il faut également souligner celui qui a fait passer une sale soirée à Benjamin Pavard. Je parle du buteur, Santos, qui a fait un match très complet. Sur les statistiques de la rencontre que je vous affiche, vous voyez que ça a été finalement un match où Nantes aurait pu coller encore plus de buts. Et honnêtement, c'est une des pires prestations marseillaises que j'ai vues depuis pas mal de temps. Mais moi j'ai une philosophie dans ces cas-là, je préfère un match totalement raté, où tu te prends 2 expulsions, où vraiment t'es content de rien, que 10 matchs d'affilée où t'es un petit peu frustré, parce qu'au final, comptablement, vaut mieux totalement rater un match que rater un peu 3 matchs. Sur le classement général, eh bien, c'est assez dur pour Marseille. Quelle est loin l'époque où l'OM rêvait de jouer le titre, t'es à 8 points du leader, à 7 points de la place de Dauphin, t'es talonné de près par tes concurrents, t'es à 2 points de Rennes qui est 6ème, faut se redresser, et pour Nantes c'est une victoire cruciale. Elle n'était pas attendue comptablement, parce qu'on va être honnête, tu t'attendais à ce que Nantes se fasse ouvrir à Marseille, mais a fait du bien. Par contre, pas de réjouissance hâtive. La lutte pour le maintien s'annonce encore très longue, s'annonce encore très difficile. On croise les doigts. Sur cette action, est-ce qu'il y a une annulation d'action de but selon vous ou pas? Cette action, c'est le rouge que prend Alexandro à la 13e minute de LOSC Rennes, un rouge qui a fait péter un câble à Genesio, à l'étang, bref à toute la direction lilloise. Personnellement, je trouve le rouge sévère, mais de là à avoir les mots de l'étang, j'ai envie de dire que comme d'habitude, je respecte énormément le président lillois pour tout l'excellent travail qu'il fait autour de son club, mais en termes de communication, il a souvent des prises de position extrêmement agressives qui lui sont retombées dessus d'ailleurs, il s'est fait déjà sanctionner, et ici je suis vraiment pas fan. Quoi qu'il en soit, c'est une défaite pour les Lillois face au Stade Rennais. Voici les compositions qui étaient aligné pour ce 2-0. Alors les Rennais ont bien profité de leur avantage numérique, ils ont fait un match solide en tout point, mais ils auraient pu se créer davantage d'occasions, davantage voir leurs occasions convertir aussi, mais à 10 contre 11 ça a visiblement suffi. Et en fait je vais avoir du mal à vous faire un débrief de ce match, parce que toute la communication de Lille a tourné autour du carton rouge, tous les débats ont tourné autour de ce carton rouge, parce que ça fait vraiment partie des faits de match qui te changent le visage d'une rencontre. Mais je tiens quand même à dire que les Lillois auraient peut-être pu faire un petit peu mieux, même sans ça. En tout cas, en termes de classement général, Rennes poursuit sa formidable remontada. C'est quand même hallucinant de les voir à la 6ème place, pas si loin que ça du podium quand on repense à leur position il n'y a pas si longtemps. Et le LOSC qui reste très bien positionné malgré cette contre-performance, parce que la défaite surprise de Marseille fait du bien. Attention au retour de Lyon et justement des Rennais qui, par contre, commencent à te piquer un petit peu dans le rétroviseur. Et le grand gagnant du choc entre City et Chelsea est donc Arsenal. C'est Arsenal, parce qu'au final ça a fait 1-1, ça permet aux Gunners de prendre 6 points d'avance sur Manchester City, et ce match nul, on peut pas dire qu'il arrange les Blues, on peut pas dire qu'il arrange Manchester City. Voici les compositions qui étaient alignées, et le match avait bien débuté avec un City en contrôle, un Reinders buteur et super propre, et un temps fort continu marqué par une maîtrise symbolisée par Rodri qui menait le rythme, et en fait Chelsea a fait un excellent retour des vestiaires, et j'ai envie d'applaudir Chelsea par rapport à ça, parce que faire des gros retours des vestiaires, c'est pas simple quand tu joues à l'extérieur, mais c'est pas simple quand t'as le contexte de Chelsea qui est en train de changer d'entraîneur et où finalement tu pourrais avoir une crise de confiance. Mais là c'était totalement différent. D'ailleurs les statistiques de la rencontre sont choquantes. Sur la première mi-temps, t'as Manchester City qui a 68% de possession et 9 tirs à 1. En seconde mi-temps, City passe à 46% de possession et 5 tirs à 7. T'as été sanctionné en toute fin par l'égalisation de Fernandez, mais alors qu'est-ce qui a tourné? On peut parler de l'attitude de Chelsea qui a été totalement différente en seconde mi-temps. Ils ont osé presser plus haut, mais c'est pas qu'une question d'attitude. T'as eu des changements très concrets, une permutation de tes latéraux qui a vraiment apporté du bien dans le match, un repositionnement de Cole Palmer qui était bien plus à l'aise au cours de la seconde période, et puis l'entrée de Santos qui a également été extrêmement pertinente. Donc franchement, une correction de match qui a été gérée à la
la perfection par Chelsea. Si on regarde les impacts sur le classement de Premier League, eh bien on voit effectivement qu'Arsenal prend un petit peu d'avance. Pour les Citizens, on peut se dire attention à Aston Villa mine de rien, et Chelsea limite la casse avec le nul, car finalement Liverpool et Manchester United ont été logés à la même enseigne durant cette journée de Premier League. Donc je suis pressé de voir la suite pour Chelsea, je suis pressé de voir la suite pour Manchester City, mais je le redis, les grands gagnants, ce sont les Gunners. Peut-on dire qu'on rêve de jouer au Real Madrid quand on a 17 ans et qu'on fait ses premiers pas avec le Bayern Munich, quand on est vu comme un des joyaux du club? Et bien justement c'est ce qui est en train d'arriver à Lennart Kärl, qui a fait beaucoup parler dans la presse étant donné qu'il a eu une déclaration assez malheureuse où il disait qu'il rêvait absolument de jouer au Real Madrid. Alors ce qui est assez hallucinant, c'est que c'est une déclaration qu'il a eue à des supporters du Bayern Munich dans le cadre d'une rencontre avec une association de supporters, et il a fait cette déclaration en disant bon, ça reste entre nous les gars. Forcément, c'est le genre de truc qui ne reste pas entre nous, on sait comment ça se passe, et autant je me dis, à 17 ans, je lui pardonnerais pas ces paroles pour l'insouciance, parce que je me dis, quand t'as 17 ans, que t'es joueur de foot professionnel, tu baignes dans l'amour du foot depuis une décennie, tu sais quels sont le poids de ces paroles, donc franchement, moi je n'excuserais pas le joueur là-dessus. Par contre, je pourrais excuser la naïveté d'avoir cru que les assos de supporters qu'il rencontrait à ce moment-là pouvaient garder ça pour eux, que c'était des propos qui n'allaient pas être relayés. Alors on pourra me dire, le garçon a été drôlement naïf, mais moi je préfère un garçon naïf, ce que je peux entendre à 17 ans, qu'un garçon qui capte pas le problème d'avoir cette déclaration par rapport au Bayern Munich. Parce qu'en fait, qu'il rêve de jouer au Real Madrid, c'est pas un problème. Chacun a ses rêves. J'ai même envie de dire qu'ils disent en privé au Bayern Munich que son plan de carrière c'est d'aller au Real Madrid tôt ou tard. Je trouve ça plutôt sain, je trouve ça plutôt transparent, mais avoir ces déclarations dans un cadre public, dans un cadre où tu sais que ça va fuiter et que ça va faire la une de tous les médias, ben c'est pas hyper respectueux par rapport au Bayern, et c'est surtout pas hyper malin de la part du joueur. Demain, tu commences à bosser au McDo, tu vas pas aller dire direct sur tous les toits, moi mon rêve c'est d'aller bosser à Burger King, et pourtant McDo, Burger King, c'est des pauvres fast-food et ça a pas du tout la dimension affective qu'a un club. Donc bon, c'est des déclarations qui sont malheureuses, c'est un jeune joueur qui aurait pas dû dire ça, j'irais pas dire qu'il mérite d'être sanctionné pour autant, je pense juste qu'il faut lui faire comprendre que ce genre de déclaration, ça aide pas sa carrière. Encore une fois, qu'il le pense, aucun problème, qu'il le dise en privé à son club, aucun problème, au contraire, je trouve ça plutôt sain. Mais là, c'est quand même pas malvenu. Bon, dans 6 mois, on s'en souviendra pas, il fera d'excellents matchs et peut-être qui sait qu'il atterrira au Real Madrid plus tôt que prévu. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, j'ai le sujet, petite devinette, nous allons parler de valorisation des joueurs et je vais pas vous en dire plus, parce qu'en fait ce qui va être intéressant c'est l'angle de cette vidéo sur la valorisation des joueurs. Par contre ce que je peux vous dire c'est qu'on va parler de la Ligue 1, on va parler de la Première Ligue, on va parler de la Liga, ça va être un sujet qui pourra vous intéresser quel que soit le club ou le championnat qui vous intéresse, donc je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, qui fait bien votre journée, salut.